Bonjour ou bonsoir. Je vais continuer à lire mon livre de contes. On m'a demandé de lire le conte de Louisiane et le conte du Japon. Alors c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et dans d'autres vidéos, j'en lirai encore d'autres parce qu'on m'en a demandé d'autres. Et aussi, moi j'ai bien envie de lire celui du Nouveau-Mexique. Mais aujourd'hui, je vais donc lire le conte de Blanche-Neige de Louisiane et le conte de la Belle et la Bête du Japon. Donc c'est parti pour celui de Louisiane qui s'appelle Le Roi Pan, avec une magnifique illustration encore une fois. Le Roi Pan. Il était une fois une dame qui était très jolie. Elle avait une estime d'elle-même tellement haute qu'elle refusait tous les prétendants qui venaient la demander en mariage. Aucun de ces hommes n'était assez beau à ses yeux. Celui-ci était trop petit, celui-là avait la bouche trop grande, cet autre était trop moche. Elle trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas. Un jour, une calèche dorée, conduite par 8 chevaux, est arrivée. De cette calèche, la dame a vu sortir un homme, un très bel homme. Il la saluait et lui a demandé de l'épouser. Mais cette fois encore, l'habitude peut-être, elle a refusé. L'homme s'est mis en colère. Puisque votre beauté semble vous monter à la tête, madame, dans un an vous naîtra une fille. Mais votre fille sera 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus belle que vous. La dame, le regard hautain et la bouche dédaigneuse, a renvoyé son prétendant. Un an après, elle a eu une jolie petite fille, beaucoup trop jolie à son goût. Elle ne trouvait rien à critiquer. Sa bouche était parfaite, ses yeux étaient parfaits, son nez était parfait. Chaque jour qui passait rendait la fillette plus belle. Alors la dame l'a enfermée dans une pièce au fin fond de la maison, avec une nourrice pour s'en occuper. La nourrice, que la fille appelait Moment Tété, ne l'autorisait jamais à quitter la pièce, ni même à regarder par la fenêtre. Elles ont vécu comme cela pendant plusieurs années. Pourtant, un jour qu'elle balayait le sol, la nourrice a laissé la porte ouverte. Alors la jeune fille a glissé la tête dans l'entrebâillement. Sur l'herbe devant la maison, elle a vu un grand oiseau aux couleurs magnifiques qui la regardait. « Dis, Maman Tété, comment s'appelle cet oiseau qui est si beau ?»« C'est un paon, mamselle. Si jamais je me marie un jour, je veux épouser le roi Pan. Puisse Dieu t'entendre, mamselle. » Dans la journée, la mère est venue voir la nourrice. Elle l'a emmenée à l'écart, et tout en tirant un grand couteau de sous sa jupe, elle lui a parlé à voix basse. « Ma fille est devenue plus jolie que moi. Je veux que tu la tues. » La nourrice a supplié la dame d'épargner la pauvre enfant. Les larmes ruisselaient sur ses joues, mais rien ne pouvait adoucir ce cœur noir. À la nuit tombée, la nourrice a pris les mains de la jeune fille dans les siennes. « Ma pauvre mamselle, je dois te tuer. Ta mère veut que tu meures. » La jeune fille était gentille et docile. « Eh bien, tue-moi, Maman Tété, si c'est ma mère qui le veut. » Mais la nourrice n'avait pas le courage de faire une chose pareille. Elle a déplié les doigts de la jeune fille et a déposé dans le creux de sa main 3 graines rouges. « Écoute-moi bien, mamselle, il faut que tu ailles te jeter toute seule dans le puits. Mais juste avant de sauter dans l'eau pour te noyer, avale une de ces graines. Ainsi, au moins, tu ne souffriras pas. » La jeune fille était gentille et docile. Elle a remercié sa nourrice et elle est partie pour aller se noyer. Elle a marché jusqu'à ce qu'elle arrive près d'un grand puits. Elle s'est assise sur la margelle et s'est jetée dans le trou noir. Pressée d'obéir, la jeune fille avait oublié d'avaler une graine avant de sauter. Dans sa chute, elle a juste eu le temps de mettre une main dans sa poche pour attraper une graine. Mais 2 graines sont venues au lieu d'une. Elles lui ont glissé des mains et sont tombées à l'eau. Aussitôt le puits s'est asséché. En arrivant au fond, la jeune fille
a été vraiment désolé de constater qu'il ne restait plus la moindre goutte d'eau. Même avec la meilleure volonté du monde, il lui était impossible de se noyer dans ce puits. Elle en est donc ressortie et elle a marché jusqu'à un bois. Dans ce bois, elle a trouvé une petite maison. Elle a frappé à la porte. Une vieille femme lui a ouvert. « Oh, ma jolie, que viens-tu faire ici? Ne sais-tu pas que mon mari est un ogre? Il va te manger si tu ne pars pas tout de suite. »« Ça tombe bien, madame, ma mère veut que je meure. »« Dans ce cas, entre, mon enfant. Mais c'est vraiment dommage. » La pauvre jeune fille s'est assise dans un coin sombre. Elle pleurait doucement en attendant l'ogre. Soudain, elle a entendu un lourd bruit de pas s'approcher de la maison. La porte s'est ouverte. L'ogre est entré. Aussitôt, il a humé l'air de la pièce. Ça sent la chair fraîche. L'ogre s'est dirigé d'un pas pesant vers la jeune fille. Elle est restée un moment à le regarder avec ses grands yeux, et l'ogre a fini par reculer vers sa femme. Qu'est-ce qu'elle a à me regarder avec ses grands yeux? Elle croit que je vais la manger. Une belle fille comme ça, je ne peux pas la manger. C'est au-dessus de mes forces. Je préfère la garder vivante pour pouvoir l'admirer autant que j'en ai envie. La jeune fille a dit qu'elle était fatiguée. L'ogre l'a emmenée dans une belle chambre et il a ordonné à sa femme de l'éventer avec des plumes de paon pendant tout le temps qu'elle dormirait. Une fois couchée, la jeune demoiselle s'est dit qu'elle ferait mieux de mourir tout de suite, car si l'ogre venait à changer d'avis le lendemain, il la mangerait et ce serait sûrement terrible. Discrètement, elle a mis la main dans sa poche et a saisi la dernière graine. Elle l'a mise dans sa bouche et est tombée dans un sommeil profond. À côté d'elle, la femme de l'ogre l'éventait avec des plumes de paon. La jeune fille dormait et la femme de l'ogre l'éventait. La jeune fille dormait, la femme l'éventait. Au bout de 3 jours, la jeune fille dormait toujours et la femme de l'ogre l'éventait de plus en plus mollement. Elle a demandé à son mari de venir. L'ogre a examiné longuement la belle endormie. C'est bien dommage, mais je crois qu'elle est morte. L'ogre est allé en ville et en a rapporté un cercueil en or. Il y a placé la jeune fille et l'a déposée sur le fleuve. Longtemps, il est resté à regarder le cercueil qui descendait le courant. Un jour, le roi Pan, entouré de tous ses princes, se promenait le long du fleuve pour profiter de l'air frais. Tout à coup, il a vu quelque chose briller sur l'eau. Il a ordonné à ses courtisans d'aller voir ce que c'était. Ils ont pris une petite barque et se sont approchés de cette chose qui brillait. Ils ont crié au roi. « C'est un cercueil !» Les courtisans ont rapporté le cercueil sur la berge. Le roi Pan a fait ouvrir le couvercle et y a découvert une jolie jeune fille qui semblait dormir. Il a ordonné qu'on l'emmène dans sa chambre pour qu'il essaie de la réveiller. Le roi s'est enfermé dans sa chambre. Il a sorti la jeune fille du cercueil. Il l'a déposée sur son lit. Il a frotté ses mains délicates et son gracieux visage avec de l'eau de Cologne, mais pas le moindre tressaillement sur son visage ni sur son corps. Le roi a pris la tête de la jeune fille entre ses mains et il l'a fait tourner doucement de gauche à droite sur l'oreiller. Soudain, il a constaté que la bouche s'était entr'ouverte. Il a vu quelque chose de rouge entre ses dents blanches. Il a pris une épine dorée pour l'extirper. C'était la petite graine qui était restée coincée dans sa bouche. Alors la jeune fille s'est réveillée et a regardé le roi Pan en souriant. « Je suis si heureuse de vous voir. Je suis le roi Pan et je veux vous épouser. » Cette fois, le dicton « telle mère, telle fille » ne s'est pas vérifié. C'était la première fois qu'on demandait la jeune fille en mariage, et aussi la dernière. Elle a dit oui sans hésiter une seconde. C'est vrai que le roi Pan était très bon, très beau. La noce a été magnifique, et pour que cette histoire reste inoubliable, on m'a envoyé la raconter de par le monde. Donc voilà, c'est tout pour le roi Pan, donc la version de Blanche-Neige de Louisiane. À un moment, j'ai cru que ça allait être aussi comme le petit pousset, parce que
Elle arrive dans la maison d'un ogre et c'est la femme qui lui ouvre, exactement comme dans le Petit Poucet, donc j'y ai cru qu'il y aurait peut-être un mélange de contes. Mais finalement, ça s'est pas fait. Donc, je vais continuer avec l'histoire japonaise qui s'appelle le shoja escargot. Je sais pas trop comment ça se prononce, shoja. Si quelqu'un sait le prononcer, qu'il me le dise en commentaire. Mais moi, pendant la vidéo, je vais donc le prononcer shoja. Je crois que ça veut dire milliardaire. Bref, je commence. Le shoja escargot. Il y a très longtemps, dans un pays de rizières, vivait un riche propriétaire, un shoja. De nombreux fermiers travaillaient pour lui sur son domaine. Parmi eux, un homme et une femme étaient si pauvres qu'ils n'avaient parfois rien à manger. Leur tristesse était grande car ils avaient déjà plus de 40 ans et toujours pas d'enfants. Un jour, en coupant l'herbe en bordure d'un champ de riz, la femme a imploré la divinité de l'eau pour qu'elle lui donne un enfant, quel que soit cet enfant. Même si c'était un escargot comme ceux qui étaient dans la rizière, elle serait heureuse. Aussitôt, elle ressentit des douleurs insupportables dans son ventre. Elle a regagné sa maison et avec l'aide d'une voisine sage-femme, elle a bientôt accouché d'un escargot. Le couple a remercié la divinité de l'eau et s'est occupé de cette petite bête comme d'un fils. 20 ans se sont passés. Le garçon escargot mangeait comme n'importe qui, mais il ne grandissait pas. Il ne parlait pas non plus. Un jour, le vieux fermier était en train de charger des balles de riz sur 3 chevaux. Ce riz, c'était le nengumai, l'impôt que les fermiers devaient payer chaque année au shoja propriétaire des terres. Il se désolait en pensant que son fils ne pourrait jamais l'aider dans son travail. Tout à coup, le vieil homme a entendu une voix qui l'appelait père et qui lui proposait d'aller livrer le riz à sa place. C'était le garçon escargot. À sa demande, le père a installé son fils sur une balle de riz. Puis, inquiet, il l'a suivi en cachette sur une partie de la route. Le garçon escargot criait les ordres aux chevaux d'une voix forte et assurée. Il chantait même les chansons qui font marcher les chevaux au pas. Il s'en tirait très bien. Les gens qu'il croisait entendaient la voix conduire les chevaux, mais ne voyaient personne. Ils trouvaient ça très bizarre. Le garçon escargot est parvenu sans encombre à la maison du shoja. Les domestiques qui s'occupaient de recevoir le nengumai étaient à la grille d'entrée. Ils ont vu arriver les 3 chevaux chargés de balles de riz. Il n'y avait personne avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chevaux ne sont quand même pas venus tout seuls. Ils ont sursauté en entendant une voix leur répondre depuis les balles de riz. Je vous apporte le nengumai. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Quoi? Mais qui parle? Nous ne voyons personne. Les domestiques ont fouillé les balles de riz et ont fini par trouver le garçon escargot. Je suis désolée, mais comme vous le voyez, je suis trop petit pour décharger le riz. Pourriez-vous le faire à ma place? Mais attention à ne pas m'écraser. Posez-moi sur le bord de la véranda. Là-bas, je serai en sécurité. Les domestiques n'en revenaient pas d'entendre un escargot parler. Maître, maître, un escargot qui parle est venu apporter le nengumai. Le shoja est sorti de sa maison et s'est retrouvé nez à nez avec la petite bête. Il tournait sa barbiche entre ses doigts, comme chaque fois qu'il était intrigué. Il a ordonné de décharger les balles de riz, de les entasser dans l'entrepôt et de donner du foin aux chevaux. Quant à toi, cher garçon escargot, suis-moi, je t'invite à partager mon dîner. Le garçon escargot s'est installé sur le bord du plateau qui avait été préparé à son attention. Le shoja s'était assis en face.
Pendant le repas, il n'a pas cessé de tournicoter sa barbiche. Cet escargot lui faisait la conversation et il semblait ne pas s'intéresser au plat qui lui avait été servi. Pourtant, le shoja voyait le contenu de son bol diminuer progressivement, le niveau de sa soupe baisser et son poisson disparaître lentement. Vraiment, cet escargot était extraordinaire. Le shoja réfléchissait à la manière de s'approprier cette merveille. Tu sais, garçon escargot, depuis l'époque de ton grand-père, ta famille et la mienne ont eu des relations amicales. J'aimerais beaucoup unir plus étroitement nos deux familles. Si tu veux, je te donne une de mes deux filles pour épouse. C'est bien vrai, tout à fait vrai, cher garçon escargot. Je t'en fais la promesse. Le garçon escargot est rentré chez lui en sifflotant. Il a dit à ses parents que le shoja lui avait proposé une de ses filles en mariage. Le vieil homme et sa femme ne réussissaient pas à en croire leurs oreilles. La divinité de l'eau les avait déjà comblés en leur donnant un fils, c'est vrai, mais là c'était trop beau. Pour savoir ce qu'il en était, ils ont envoyé la tante du garçon chez le shoja. La tante est arrivée dans la riche maison. C'est vrai que vous allez donner une de vos filles en mariage à mon neveu, le garçon escargot? Pour toute réponse, le shoja a fait venir ses deux filles. J'ai promis que l'une de vous deviendrait la femme du garçon escargot, laquelle veut être la mariée. L'aîné s'est écrié avec dégoût. Pouah, épouser un escargot visqueux, c'est répugnant. La cadette a regardé sa sœur sortir de la pièce en claquant la porte, puis elle a parlé d'une voix douce au shoja. Ne t'inquiète pas, père, puisque tu as promis, moi j'accepte de l'épouser. La tante est retournée voir le vieil homme et sa femme. Elle leur a raconté ce qui s'était passé. Quelque temps plus tard, la future mariée a emménagé chez les vieux. Elle avait dans ses bagages une dot si imposante que 7 chevaux ne suffisaient pas à la transporter. Il y avait 7 commodes et 7 malles de kimono. Il y avait aussi tant de valises qu'il était impossible de les compter. La maison du fermier était trop petite pour tout ranger. Alors le shoja a fait construire un entrepôt spécialement pour les affaires de sa fille. Le jeune marié, lui, n'avait rien à offrir, et le jour de son mariage, il avait très peu d'invités. Son père, sa mère et sa tante. Le vieux fermier et sa femme étaient très heureux que leur fils ait épousé la fille du shoja. Elle était tellement belle. En plus, elle allait au champ et travaillait dur. Maintenant, ils n'avaient plus de soucis à se faire pour leurs vieux jours. Il ne se passait pas une journée sans qu'ils remercient la divinité de l'eau. Ils s'étaient persuadés que c'était elle qui leur donnait tout ce bonheur. Et puis, le printemps est arrivé. Partout, les champs se tapissaient de fleurs. C'était le 8 avril, le jour de la fête en l'honneur de Yakushi-sama, dieu bouddhiste de la guérison et l'un des saints patrons du village. La jeune épouse du garçon escargot se préparait pour assister aux festivités. Elle s'était poudré minutieusement le visage, a choisi un magnifique kimono et l'a enfilé. Le garçon escargot était posé sur le couvercle d'une malle. Il la trouvait belle. Sûrement qu'elle descendait tout droit du paradis. La jeune femme s'est agenouillée pour lui parler. « Viens, mon petit mari, allons profiter de la fête ensemble. » Le garçon escargot ne se l'est pas fait dire en 2 fois. Il a eu un frisson de plaisir quand elle l'a pris entre ses doigts fins. Elle l'a posé délicatement sur l'agrafe qui retenait le devant de la large ceinture de son kimono. Ils se sont mis en route pour la fête. La jeune femme marchait avec l'escargot dans sa ceinture, et tous les deux parlaient et riaient ensemble. Les gens qu'ils croisaient se retournaient sur son passage. Elle parle et rit toute seule. Une si belle fille, dommage qu'elle soit folle. Ils ont poursuivi leur route gaiement et ont atteint la colline du temple de Yakushi-sama.
La jeune femme s'apprêtait à gravir le chemin qui menait au temple, mais son petit mari lui a dit: Je ne peux pas entrer avec toi. Pose-moi ici au bord du chemin des rizières. Vas-y seule, je t'attends. Comme tu voudras, mais sois prudent. Ne te laisse pas manger par un oiseau ou écraser par un passant. Je me dépêche, je vais dire une prière et je reviens. La jeune femme a grimpé jusqu'en haut de la colline. Dans le temple, elle a prié. Puis, à pas pressés, elle est redescendue au bord du chemin des rizières, là où elle avait laissé son mari. Mais il n'y était plus. Elle l'a appelé, elle l'a cherché, il n'était nulle part. Elle s'est enfoncée dans les rizières. En cette saison, il y a des escargots partout dans les champs pleins de boue. Elle les a ramassés un à un pour vérifier si ce n'était pas son époux. Tous lui ressemblaient, mais ce n'était jamais lui. Elle cherchait inlassablement dans l'eau boueuse en chantant cette chanson. Escargot, mon cher petit mari, te caches-tu dans ce champ de riz, ou bien un vilain corbeau t'a-t-il englouti? Le jour baissait et les gens rentraient de la fête. Ils l'ont vu patauger dans la boue et entendu chanter cette drôle de chanson. Une si belle fille, dommage qu'elle soit folle. Elle a fouillé jusqu'à la tombée de la nuit. Elle n'a pas retrouvé son mari. Elle était tellement désespérée qu'elle a décidé de se noyer. Elle s'apprêtait à se jeter là où la boue était la plus profonde, mais tout à coup, elle a entendu un bruit de pas. Un beau jeune homme, un chapeau de paille sur la tête et une flûte à la taille, l'a saisie par la manche. Pas si vite, ma jolie, car je suis ton mari. La jeune femme n'a pas voulu le croire. Mais je t'assure que c'est vrai, je suis le garçon escargot envoyé par la divinité de l'eau. J'avais la forme de cette petite bête à cornes, mais depuis que tu as prié Yakushi-sama, je suis un homme. Aussitôt après la transformation, je suis allée rendre hommage à la divinité de l'eau, et quand je suis revenue, je ne t'ai pas vue. Moi aussi, je t'ai cherché partout. La jeune femme, en un instant, est passée du désespoir le plus noir au bonheur le plus lumineux. Elle rayonnait de beauté malgré son visage maculé de boue. Le jeune homme l'a prise par la main et ils sont entrés à la maison. Les vieux parents du garçon escargot ont été fous de joie quand ils ont appris la nouvelle. Le shoja aussi s'est réjoui. Il leur a fait construire une grande et splendide demeure au cœur du village. Le jeune homme et son épouse se sont installés comme marchands. Les gens venaient de loin pour voir celui qui avait été, pendant toutes ces années, un escargot. Ainsi, son commerce a prospéré et il est devenu rapidement l'homme le plus riche du village. Ses parents ont vécu leurs vieux jours dans l'aisance et sa tante a été mariée à un homme de bonne famille. Les habitants du